Dans les rues paisibles de Saint-Éloi, un regard a déclenché une tempête, celle de la vérité qui refuse de se taire. Le vent du matin glissait sur les pavés de Saint-Éloi, un bourg discret niché dans les plis de la campagne française où les clochers sonnaient encore à l'heure des prières oubliées. Les boutiques bordant la rue principale restaient closes, leurs enseignes peintes à la main délavées par le temps, comme des souvenirs qu'on n'a pas pris soin de raviver. Quelques camionnettes grondaient au loin, déchirant le silence d'une bourgade qui se vantait autrefois d'être le lieu où la loi marche main dans la main avec la confiance. Cette devise, gravée sur un panneau à l'entrée du village, semblait désormais une vieille promesse que plus personne ne lisait. Julien Moreau, jeune policier de 30 ans, conduisait sa voiture de patrouille flambant neuve, la radio allumée mais muette, ses doigts tambourinant sur le volant comme s'il cherchait une fausse note dans la monotonie de la route. Pour Julien, il n'y avait pas besoin d'infraction claire, pas besoin de feux rouges grillés ou de vitesse excessive. Un simple frisson, une légère irrégularité dans la manière dont une voiture roulait suffisait à allumer ses gyrophares. Il ne l'appelait pas du profilage, il l'appelait l'instinct professionnel. Ce matin-là, une vieille Peugeot noire, aux vitres non teintées et à la plaque d'immatriculation légèrement écaillée, attira son regard. La voiture avançait lentement, presque trop prudemment, sans zigzaguer, sans accélérer, comme si elle voulait éviter toute attention. Pourtant, quelque chose dans sa démarche, ou plutôt dans celle de son conducteur, dérangeait Julien. Il plissa les yeux, observant le véhicule depuis son rétroviseur. La Peugeot ne semblait pas usée au point de tomber en ruine, mais elle portait les marques d'un soin ancien, comme une maison qu'on a cessé d'entretenir par manque de temps. Julien murmura pour lui-même. Trop propre pour un vieux taco, mais pas assez riche pour un bourgeois. Il tourna le volant, se glissa dans la voie derrière la voiture, ni trop près ni trop loin, comme un chasseur suivant une piste encore floue. Dans le rétroviseur de la Peugeot, il aperçut le conducteur. Un homme noir, âgé, portant un chapeau de feutre gris et un gilet marron boutonné jusqu'au col. Ses mains, gantées de cuir noir, reposaient délicatement sur le volant et ses yeux fixaient la route, sans jamais dévier vers le miroir. Julien fronça les sourcils. Une belle voiture, mais il n'a pas l'air riche. Ça sent l'embrouille. Il actionna les gyrophares rouges et bleus. La Peugeot s'arrêta immédiatement, sans hésitation, comme si le conducteur n'avait rien à cacher, rien à prouver. Mais cette docilité, cette absence de résistance irrita Julien. Il descendit de sa voiture, la main posée sur son holster par réflexe, non par peur, mais par une habitude forgée à travers des dizaines d'arrêts semblables. Il s'approcha de la fenêtre du conducteur, qui s'abaissa lentement, sans un bruit, sans un geste brusque. L'homme leva les yeux vers lui, un regard calme, ni hostile, ni soumis, mais assez perçant pour que Julien sente, l'espace d'un instant, que c'était lui qui était observé. « Bonjour », dit Julien, d'un ton qui n'était ni amical ni agressif, celui qu'on utilise quand on entre dans une pièce sans être prêt à parler. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» L'homme inclina légèrement la tête, son chapeau projetant une ombre fine sur son visage. Il ne sourit pas, ne protesta pas. « Je suppose que vous avez vos raisons, » répondit-il, sa voix grave et mesurée, comme un professeur corrigeant un élève sans le réprimander. « Et je suppose que je ne devrais pas deviner. » Julien cligna des yeux, déstabilisé. La réponse n'était pas un défi, mais elle n'était pas non plus une soumission. C'était comme un miroir qu'on essuie avec un chiffon humide. Aucune fissure, mais une trace floue qui brouille la vue. « Où allez-vous » demanda Julien, haussant la voix comme pour reprendre le contrôle. L'homme répondit sans détourner le regard. « À un adieu. » Julien fronça les sourcils. « Qui est-ce mort » lança-t-il, non par curiosité, mais pour trouver une faille dans cette réponse énigmatique. L'homme marqua une pause, ses doigts tapotant légèrement le volant. « Un morceau d'histoire » dit-il enfin, ses mots tombant comme des pierres dans un lac calme, sans éclaboussure, mais avec des cercles qui s'élargissent lentement.
Julien plissa les lèvres. Cette réponse ne rentrait pas dans le cadre. Elle n'avait aucun poids légal, aucun levier pour lui permettre d'agir. Il retourna à sa voiture, tapa la plaque d'immatriculation dans le système. Tout était en règle. Aucun signalement, aucun problème. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. L'homme n'avait pas bougé, toujours droit, immobile, comme une statue qui n'attend pas d'être admirée. Julien revint vers la Peugeot, cette fois avec une demande. « Votre carte d'identité, s'il vous plaît. » L'homme tendit un portefeuille en cuir noir, usé, sans ostentation. Il en sortit une carte gouvernementale, ornée d'un sceau argenté à peine lisible. Julien la prit, l'examina sous la lumière pâle du matin. « C'est une belle contrefaçon, » dit-il, mi-sérieux, mi-provocateur, espérant une réaction. L'homme se contenta de hocher la tête. « Si vous pensez que c'est faux, appelez pour vérifier. » Julien ne s'attendait pas à cela. Il voulait un éclat, une étincelle, quelque chose qui justifie une escalade. Mais rien. L'homme restait courtois, calme, sans peur ni provocation. Cela fit naître un malaise dans l'estomac de Julien, comme s'il frappait dans un rideau sans jamais toucher quoi que ce soit de solide. « D'où venez-vous » demanda-t-il, cherchant à reprendre la main. « J'habite ici, » répondit l'homme. « Depuis quand ? » « Depuis avant votre naissance. » La réponse n'était pas une insulte, mais elle força Julien à lever les yeux, comme si un poids invisible venait de s'accrocher à ses épaules. « Je vais vous demander d'ouvrir le coffre, » dit Julien, la voix plus ferme, presque mécanique. « Pour quelle raison » demanda l'homme, toujours sans élever le ton. « J'ai un soupçon, quelque chose d'inhabituel. » L'homme inclina la tête, son regard perçant comme une aiguille fine. « Pouvez-vous mettre ce soupçon par écrit ?» Julien expira bruyamment, recula d'un demi-pas. Il n'était pas défié, mais il n'était pas non plus en contrôle. Cet homme, avec son calme, sa posture droite, ses mots précis, semblait défier l'idée même que Julien pouvait imposer son autorité sans justification. « Je n'ai pas encore rédigé de rapport, » admit Julien, les dents serrées. « Donc, vous m'arrêtez sur une intuition ?» Julien ne répondit pas. Il sentit son pouce accélérer, non pas de colère, mais d'une étrange sensation d'être démasqué, comme si ses propres mots le trahissaient. À cet instant, une femme s'arrêta sur le trottoir, un sac en toile à la main, son téléphone déjà levé. Claire, une journaliste indépendante connue à Saint-Éloi pour ses articles mordants dans le journal local, filmait la scène, son regard vif captant chaque détail. Elle ne dit rien, mais ses yeux brillaient d'une curiosité qui semblait dire « Ça, c'est une histoire ». Julien la remarqua, mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il fit un signe de la main, comme pour repousser l'intrusion. « Pas de vidéo, c'est une situation officielle », lança-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Claire haussa un sourcil, sans abaisser son téléphone. « Je filme la rue, pas vous », répondit-elle, un sourire narquois aux lèvres. Julien sentit la chaleur monter à ses joues. Il se tourna vers l'homme. « Sortez du véhicule », ordonna-t-il, espérant reprendre l'ascendant. L'homme, André Dubois, déboucla sa ceinture, ouvrit la portière et descendit avec une lenteur mesurée. Sa posture restait droite, comme s'il se rendait à une cérémonie. « Je vais ouvrir le coffre, » dit-il, « mais si vous ne trouvez rien, que ferez-vous ensuite ?» Julien cligna des yeux, pris au dépourvu. Il n'avait pas de réponse. Il était formé pour trouver des fautes, pas pour affronter quelqu'un d'impeccable qui, malgré tout, semblait menaçant par son seul calme. André marcha vers l'arrière de la voiture, sortit une clé usée de sa poche intérieure et ouvrit le coffre. À l'intérieur, un bouquet de lys blanc enveloppé dans du papier Kraft, une boîte en bois gravée du nom Élise Dubois et un vieux par-dessus plié avec soin. Rien d'autre. André effleura la boîte du bout des doigts, un geste presque sacré, puis se tourna vers Julien. « Voulez-vous fouiller ? Je n'ai pas d'armes, je ne cache rien, je transporte seulement un souvenir. » Julien resta figé. Rien dans ce coffre n'était suspect, mais rien n'était ordinaire non plus. Ce simplicité, ce refus d'être tordu en un acte répréhensible, le laissa sans mots. Il sentit un vide s'installer,
comme s'il venait de perdre une bataille qu'il n'avait pas prévu de livrer. À quelques mètres, Claire continuait de filmer, son téléphone captant chaque seconde de ce silence tendu. Derrière elle, Marcel, le boulanger du coin, s'était arrêté, son tablier encore taché de farine. Il observait la scène, les bras croisés, ses yeux passant d'André à Julien, comme s'il assistait à un duel dont l'issue était déjà écrite. « C'est lui, » murmura Marcel à Claire, à voix basse. « André Dubois. Vous savez qui c'est, non ?» Claire hocha la tête, sans quitter la scène des yeux. « Oh, je sais, » répondit-elle, son ton vibrant d'une excitation contenue. « Et bientôt, tout le monde le saura. » Julien, ignorant ce murmure, rendit la carte d'identité à André, mais ses doigts hésitèrent, comme s'il testait le poids de l'autorité qu'il croyait encore posséder. « Êtes-vous sûr que c'est légitime ?» demanda-t-il, la voix teintée d'une menace voilée. André le regarda, ses yeux aussi calmes qu'un lac sous la pluie. « J'ai donné ce que j'ai. Si vous ne me croyez pas, c'est votre droit. » Ces mots, prononcés sans amertume, tombèrent comme une plume sur une balance déjà déséquilibrée. Julien recula, pas par peur, mais parce qu'il sentait que chaque mot d'André redessinait une ligne qu'il n'avait jamais vue auparavant, une ligne entre l'autorité qu'il portait et la dignité qu'il ne pouvait pas saisir. Il retourna à sa voiture, appela le central pour vérifier l'identité. « Non, André Dubois, » dit-il, la voix basse, comme s'il craignait que le nom lui-même ne révèle quelque chose qu'il n'était pas prêt à entendre. Une pause, puis une voix au bout de la ligne, plus nette, plus froide. « Vous parlez d'André Dubois, l'ancien juge de la Cour suprême ?» Julien se redressa, ses doigts cessant de tambouriner sur le volant. Le silence au bout du fil dura 3 secondes, mais ces secondes semblèrent étirer le temps, comme si l'air lui-même retenait son souffle. « Tenez la ligne, » dit la voix. Julien attendit, le regard fixé sur le pare-brise, où le reflet d'André, toujours immobile, semblait le juger sans un mot. Quand la communication reprit, la voix avait changé. Ce n'était plus l'employé habituel du central, mais quelqu'un d'autre, avec un ton plus grave, plus officiel. « Confirmez-vous que vous avez arrêté André Dubois ?» Julien déglutit, sa gorge soudain sèche. « Oui, c'est lui. » Un autre silence, plus lourd, comme une main invisible appuyant sur sa poitrine. « Ne bougez pas, nous envoyons des instructions. » Julien raccrocha, non parce que la situation était résolue, mais parce qu'il sentait qu'il devait agir, reprendre le contrôle avant que tout ne lui échappe. Il sortit de la voiture, ses bottes claquant sur l'asphalte, un son trop fort pour la quiétude du matin. Le ciel s'était éclairci, mais l'air autour de la Peugeot semblait plus dense, comme chargé d'une attente muette. André n'avait pas bougé, ses mains reposaient sur le volant, ses yeux fixaient toujours la route, comme s'il n'avait jamais été interrompu. Julien s'arrêta près de la fenêtre, tenant la carte d'identité entre ses doigts, mais sans l'attendre complètement. « Vous êtes sûr que c'est légitime ?» répéta-t-il, comme s'il espérait que l'insistance ferait craquer quelque chose. André tourna la tête, son regard direct, sans défi, mais inébranlable. « Appelez la Cour suprême, si vous avez un doute. À travers une vie, à travers une conscience, c'est là que vous trouverez la réponse. » Julien sentit un frisson, non pas de peur, mais d'une étrange sensation d'être jugé, non par un homme, mais par ce qu'il représentait. Il recula, la carte toujours dans sa main, comme s'il tenait un objet dont il ne comprenait pas encore le poids. À cet instant, Claire s'approcha, son téléphone toujours en main. « Monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix claire mais respectueuse, « puis-je vous poser une question pour le journal local ?» André tourna la tête, un léger sourire au coin des lèvres, le premier signe d'émotion qu'il montrait. « Pas aujourd'hui, mademoiselle, les réponses viendront d'elles-mêmes. » Claire hocha la tête, comprenant que ce n'était pas un refus, mais une invitation à attendre. Marcel, le boulanger, s'avança à son tour, essuyant ses mains sur son tablier. « André, » dit-il, la voix tremblante, « je me souviens de vous. Vous avez aidé mon frère, il y a 20 ans, une histoire de dette. Vous lui avez donné une chance. » André inclina légèrement son chapeau, un geste simple, presque anodin, mais qui fit taire Marcel, comme s'il venait de recevoir une réponse qu'il n'attendait pas.
Julien, témoin de cet échange, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il n'était plus le centre de la scène, mais un spectateur dans une pièce qu'il n'avait pas écrite. Il rendit la carte à André, ses doigts tremblants, non pas de peur, mais d'une réalisation qu'il ne pouvait pas encore nommer. Vous pouvez y aller, murmura-t-il, la voix à peine audible. André hocha la tête, remit la clé dans le contact, et la Peugeot démarra, lentement, sans bruit, sans fumée, laissant derrière elle un silence qui semblait accuser sans juger. Julien resta immobile, regardant la voiture disparaître au coin de la rue, tandis que Claire rangeait son téléphone, un sourire discret sur les lèvres. Ça va faire du bruit, murmura-t-elle à Marcel, qui hocha la tête, les yeux encore fixés sur l'endroit où la Peugeot avait disparu. Julien remonta dans sa voiture, le moteur toujours en marche, mais il ne démarra pas. Ses mains agrippaient le volant, ses jointures blanchies par la pression. Il jeta un coup d'œil au rétroviseur, espérant ne pas voir son propre reflet, mais il était là, flou, comme un homme qui venait de perdre quelque chose qu'il n'avait pas encore nommé. À l'horizon, le clocher de Saint-Éloi sonna, un son grave qui semblait vibrer dans l'air, comme une question sans réponse. Qui était cet homme? Et pourquoi Julien avait-il l'impression d'avoir commis une erreur qu'aucun rapport ne pourrait jamais justifier? Le bourg de Saint-Éloi s'éveillait sous un ciel gris, les nuages bas pesants comme des pensées non dites. Les rues, d'ordinaire tranquilles, bruissaient d'un murmure inhabituel, un frisson qui courait d'une maison à l'autre, des cafés aux ateliers. La vidéo de Claire, postée la veille sur les réseaux sociaux, avait déjà franchi les limites du village, atteignant les villes voisines, puis les grandes métropoles. L'image d'André Dubois, droite et calme, face à l'insistance de Julien Moreau, s'était gravée dans les esprits. Les lits blancs dans le coffre, la boîte en bois gravée, le regard d'André, tout cela semblait raconter une histoire plus vaste que celle d'un simple contrôle routier. À l'aube, le hashtag #Saint-Éloi silencieux s'était hissé parmi les tendances nationales, accompagné de commentaires enragés, de questions perplexes et de silences lourds de sens. Saint-Éloi, ce bourg discret où l'on vantait la confiance, devenait le miroir d'une vérité que beaucoup avaient préféré ignorer. Julien, assis dans sa voiture de patrouille garée près de la mairie, fixait le tableau de bord, la radio éteinte. Ses doigts, d'habitude agités, reposaient immobiles sur ses genoux. Il n'avait pas dormi. Les images de la veille tournaient en boucle dans sa tête. Le chapeau de feutre d'André, sa voix grave, ce coffre ouvert révélant rien d'autre qu'un adieu. Et maintenant, cette vidéo. Il l'avait vue, bien malgré lui, sur l'écran d'un collègue au commissariat. Chaque seconde semblait l'accuser, non pas d'un crime, mais d'une faute qu'il ne savait pas encore nommer. Son téléphone vibrait sans cesse, des messages de sa sœur Élodie, des collègues, même de sa mère, mais il n'osait pas les lire. Il craignait d'y trouver ce qu'il ressentait déjà, un mélange de honte et de colère, comme si on lui avait arraché un masque qu'il ne savait pas porter. Au même moment, à l'autre bout du village, Claire s'installait dans le petit café Le Vieux Chêne, son ordinateur ouvert devant une tasse de café noir. La salle, avec ses tables en bois patiné et ses murs ornés de photos sépia, bourdonnait de conversations. Les habitués, des artisans, des retraités, parlaient à voix basse, jetant des regards vers Claire, comme si elle détenait un secret qu'ils n'osaient pas demander. Elle tapait frénétiquement, rédigeant un article pour le journal local, l'Écho de Saint-Éloi, un contrôle routier qui révèle plus qu'une infraction, la vérité sur nos préjugés, écrivait-elle, ses mots jaillissant comme des étincelles. Elle avait passé la nuit à fouiller les archives numériques, cherchant tout ce qu'elle pouvait sur André Dubois. Ce qu'elle avait trouvé l'avait laissé sans voix, des articles datant de décennies, des discours lors de conférences juridiques, des jugements historiques signés de sa main. André n'était pas seulement un juge à la retraite. Il était l'un des artisans de la réforme des droits civiques en France, un homme qui avait défié des institutions entières pour que la justice ne soit pas qu'un mot gravé sur les frontons des tribunaux. Dans la salle du café, Madame Lefebvre, une ancienne enseignante aux cheveux argentés, s'approcha de Claire, son pas hésitant mais déterminé. « C'est bien lui, n'est-ce pas, André Dubois ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Claire hocha la tête,
sans lever les yeux de son écran. « Vous le connaissiez ?» Madame Lefebvre s'assit, ses mains serrant un mouchoir brodé. « Oh, oui. Il venait à l'école, il y a 30 ans, pour parler aux élèves. Il nous racontait comment la loi pouvait être un bouclier, pas une arme. Mes élèves, surtout ceux des quartiers difficiles, l'écoutaient comme s'il était un héros. » Elle marqua une pause, ses yeux brillants de larmes contenues. « Et maintenant, on l'arrête comme un voleur ?» Claire posa son stylo, touchée par la douleur dans la voix de la vieille femme. « Pas un voleur, Madame Lefebvre, juste un homme qui ne correspondait pas à l'idée que quelqu'un s'était faite de lui. » Pendant ce temps, au commissariat, Julien faisait face à son supérieur, le capitaine Henri Vallon, un homme massif au regard fatigué. La pièce, avec ses murs gris et son odeur de papier poussiéreux, semblait rétrécir sous le poids de la conversation. « Moreau, qu'est-ce qui t'a pris ?» lança Vallon, jetant un journal sur le bureau. La une montrait une capture d'écran de la vidéo, avec le titre « Un juge à la retraite humilié par un contrôle abusif ». Julien baissa les yeux, ses mains crispées sur ses cuisses. « Je faisais mon travail », murmura-t-il, mais sa voix sonnait creuse, comme un écho dans une pièce vide. Vallon soupira, se passant une main sur le visage. « Ton travail, c'est d'appliquer la loi, pas de juger les gens sur leur apparence. Tu sais qui c'est, cet homme? André Dubois. Il a écrit des lois que tu es censé respecter. » Julien releva la tête, ses joues brûlantes. « Je ne savais pas. » Vallon l'interrompit d'un geste brusque. « Ne pas savoir, ce n'est pas une excuse, pas quand tout le pays te regarde maintenant. » Julien quitta le bureau, le cœur lourd. En traversant le couloir, il croisa Pierre, un collègue avec qui il partageait souvent les patrouilles. Pierre, d'ordinaire jovial, évita son regard, se contentant d'un hochement de tête. Julien sentit une lame froide lui traverser la poitrine. Même ici, dans ce lieu où il se sentait invincible, quelque chose avait changé. Il monta dans sa voiture, mais au lieu de rentrer chez lui, il roula sans but, les rues de Saint-Éloi défilant comme un film qu'il ne voulait pas revoir. Il s'arrêta près de l'église, où un groupe d'adolescents discutaient, leur téléphone allumé. L'un d'eux, un garçon aux cheveux bouclés, le reconnut et murmura quelque chose à ses amis. Ils rirent, mais ce n'était pas un rire innocent. Julien démarra en trombe, le moteur rugissant comme pour couvrir le bruit de sa propre honte. À la maison, Élodie, sa sœur cadette, l'attendait dans le salon. Étudiante en droit, elle avait toujours admiré Julien, le grand frère qui protégeait le village. Mais ce soir, son regard était différent, dur, presque accusateur. « Tu as vu la vidéo ?» demanda-t-elle, son ton sec. Julien haussa les épaules, s'affalant sur le canapé. « Tout le monde l'a vu, Élodie. » Elle croisa les bras, ses joues rouges de colère. « Tu sais qui c'est, cet homme? André Dubois. On étudie ses jugements à la fac. Il a sauvé des vies, Julien, et toi, tu l'as traité comme un criminel. » Julien se redressa, piqué au vif. « Je faisais mon boulot. Il n'avait rien à se reprocher. Je l'ai laissé partir. » Élodie secoua la tête, ses yeux brillants de larmes. « Ce n'est pas une question de loi, Julien. C'est une question d'humanité. Tu ne comprends pas ça ?» Elle tourna les talons, montant dans sa chambre, laissant Julien seul avec le silence de la maison, un silence qui pesait plus lourd que n'importe quel cri. Le lendemain, André Dubois apparut à une conférence juridique organisée dans la salle communale de Saint-Éloi. L'événement, prévu de longue date, portait sur les réformes du système judiciaire. André n'était pas invité comme orateur, mais sa présence dans la salle, au dernier rang, fit taire les murmures. Il portait son éternel chapeau de feutre, un carnet à la main, son crayon glissant sur le papier avec une précision d'horloger. Les avocats, les professeurs, les élus locaux, tous sentirent son regard, même s'ils ne levaient pas les yeux. Une jeune avocate, Sophie, qui présentait un exposé sur l'équité, s'arrêta au milieu d'une phrase, ses joues s'empourprant. Elle balbutia, puis reprit, mais ses mots semblaient moins assurés, comme si elle parlait sous le poids d'un jugement invisible. À la pause, un professeur d'université, M. Garnier, s'approcha d'André, la main tendue. « Monsieur Dubois, c'est un honneur, dit-il. »
André serra sa main, un sourire discret aux lèvres. L'honneur est dans le travail, pas dans les poignées de main, répondit-il, avant de retourner à son carnet. Claire, présente dans la salle, observait tout, son appareil photo prêt à capturer l'instant. Elle s'approcha de madame Lefebvre, assise non loin. Pourquoi ne dit-il rien murmura-t-elle. La vieille femme haussa les épaules, un sourire triste sur les lèvres. Parce qu'il n'a pas besoin de parler. Sa présence suffit à nous rappeler ce que nous avons oublié. Claire hocha la tête, prenant une photo d'André, son profil se détachant contre la lumière pâle des vitraux. Cette image, publiée le soir même sur son blog, devint virale, accompagnée d'une légende. Un homme qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Les commentaires affluaient, certains louant André, d'autres critiquant Julien, mais tous s'accordèrent sur une chose. Saint-Éloi n'était plus le même. Au commissariat, l'ambiance était tendue. Vallon avait convoqué une réunion d'urgence, les officiers assis autour d'une table encombrée de dossiers. « Cette histoire doit s'arrêter », déclara-t-il, frappant du poing sur la table. « Moreau, tu vas rédiger un rapport détaillé, et pas d'excuses. » Julien hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à Élodie, à ces mots qui l'avaient transpercé comme une lame. Il repensait à André, à ce regard qui semblait voir à travers lui. Pierre, assis à côté, lui donna un coup de coude discret. « Ça va passer », murmura-t-il, mais son ton manquait de conviction. Julien ne répondit pas. Il savait que rien ne passait, pas quand un village entier vous regardait comme un étranger. Ce soir-là, Claire publia son article. Les mots étaient incisifs, mais justes, décrivant non seulement l'incident, mais aussi le passé d'André. Ses combats pour l'égalité, ses jugements qui avaient changé des vies, sa discrétion légendaire. L'article mentionnait aussi Julien, non comme un monstre, mais comme un homme piégé par ses propres préjugés. En le lisant, Élodie sentit les larmes monter. Elle descendit au salon, où Julien regardait la télévision sans vraiment la voir. « Tu l'as lu » demanda-t-elle, tenant son téléphone. Julien hocha la tête, sans un mot. « Tu vas faire quoi maintenant » insista-t-elle. Il haussa les épaules, ses yeux fixant un point invisible. « Je ne sais pas, Élodie, je ne sais plus. » Elle s'assit à côté de lui, posant une main sur son bras. « Alors commence par comprendre pourquoi tu l'as arrêté, pas pour le rapport, pour toi. » À Saint-Éloi, les discussions ne s'arrêtaient pas. Dans les cafés, les boulangeries, les marchés, on parlait d'André, de Julien, de la vidéo. Marcel, le boulanger, racontait à ses clients comment André avait sauvé son frère, autrefois accusé à tort. Madame Lefebvre, dans son club de lecture, lisait des extraits d'anciens jugements d'André, sa voix tremblante d'admiration. Les adolescents, eux, partageaient des mèmes sur les réseaux, moquant Julien, mais aussi posant des questions. Pourquoi on arrête quelqu'un qui n'a rien fait? La vidéo de Claire atteignit 1 million de vues, et avec elle, la question que personne ne pouvait ignorer. Comment un homme comme André Dubois pouvait-il être traité comme un suspect dans un village qui se disait juste? André, lui, continuait sa routine. Chaque matin, il marchait jusqu'à la bibliothèque municipale, son carnet sous le bras, s'asseyant près d'une fenêtre pour lire ou écrire. Les passants le saluaient, certains avec respect, d'autres avec curiosité. Il répondait toujours d'un hochement de tête, son chapeau légèrement incliné. Mais ce matin-là, un jeune garçon, peut-être 13 ans, s'arrêta devant lui, tenant un vélo rouillé. « Monsieur, c'est vrai que vous êtes juge » demanda-t-il, les yeux écarquillés. André sourit, un sourire doux, presque paternel. « J'étais juge, petit. Maintenant, je suis juste un homme qui essaie de ne pas oublier. » Le garçon hocha la tête, comme s'il comprenait, puis pédala au loin, emportant avec lui une réponse qu'il raconterait à ses amis. Julien, quant à lui, passait ses journées à éviter les regards. Au marché, les commerçants lui servaient de son pain sans un mot. Au café, les conversations s'arrêtaient quand il entrait. Même sa mère, d'ordinaire si protectrice, le regardait avec une tristesse qu'il ne comprenait pas. « Julien, » lui dit-elle un soir, en posant une assiette de soupe devant lui, « tu es un bon garçon, mais parfois, être bon ne suffit pas. » Ces mots le hantèrent toute la nuit,
se mêlant aux images de la vidéo, à la voix d'André, à la colère d'Élodie. Il se leva à l'aube, prit sa voiture et roula jusqu'à la sortie du village, là où le panneau de Saint-Éloi proclamait toujours sa devise. Il s'arrêta, fixant les lettres délavées, et pour la première fois, il se demanda si la confiance dont parlait ce panneau avait jamais existé. À la conférence juridique, André s'était levé à la fin, son carnet fermé, et avait quitté la salle sans un mot. Mais son départ avait laissé une trace, comme une empreinte dans le sable que la mer ne peut effacer. Les participants, en discutant autour d'un verre de vin, parlaient de lui, non comme d'un héros, mais comme d'un rappel. « Il n'a rien dit », murmura Sophie, l'avocate, à un collègue. Mais j'ai eu l'impression qu'il nous jugeait tous. Son collègue hocha la tête, un verre à la main. Pas nous. Nos silences. Cette phrase, répétée dans les couloirs, les bureaux, les amphithéâtres, devint une sorte de mantra, un écho qui refusait de s'éteindre. Claire, en rentrant chez elle, trouva un message sur son blog. Une anonyme, signée une citoyenne de Saint-Éloi, écrivait « Merci d'avoir montré la vérité. Mais maintenant, que faisons-nous » Claire fixa l'écran, son cœur battant. Elle ne savait pas quoi répondre, pas encore. Mais elle savait que cette question, comme le silence d'André, était une invitation à agir, à ne pas laisser l'histoire s'arrêter là. Elle tapa une réponse, simple, presque brute. Nous commençons par ne plus nous taire. Puis elle ferma son ordinateur, regardant par la fenêtre les lumières de Saint-Éloi, un village qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait prêt à se regarder dans le miroir. Saint-Éloi s'éveillait sous une lumière douce, comme si le soleil hésitait à révéler les ombres du bourg. Les rues, jadis silencieuses, portaient désormais un murmure nouveau, un souffle de questions qui s'échangeaient entre voisins, au marché, dans les cours d'école. La vidéo de Claire, montrant André Dubois face à Julien Moreau, n'était plus seulement une image virale. Elle était devenue une fissure dans le mur de l'habitude, une brèche par laquelle s'infiltrait une vérité longtemps ignorée. Les habitants de Saint-Éloi, qu'ils l'admettent ou non, ne regardaient plus leur village de la même manière. Les cloches de l'église sonnaient toujours, mais leur écho semblait poser une question. Qu'allons-nous faire maintenant? Julien, assis dans une salle d'enregistrement d'une petite chaîne locale, 2 bourgs plus loin, fixait la caméra. La pièce, étroite, sentait l'électronique chauffée et le café froid. Une jeune productrice, Camille, ajustait les micros, son regard neutre mais attentif. « Prêt ?» demanda-t-elle, sans cérémonie. Julien hocha la tête, non par conviction, mais par nécessité. Il savait que s'il ne parlait pas maintenant, son silence serait interprété comme une fuite. Il portait une chemise grise, sans insigne, sans grade, comme un homme dépouillé de son armure. La lumière rouge de la caméra s'alluma. Julien inspira, ses mains posées à plat sur la table. « Je croyais faire mon devoir », commença-t-il, sa voix rauque, comme s'il arrachait chaque mot à une terre durcie. « J'ai suivi les règles, les procédures. J'ai pensé que si je restais impartial, j'étais juste. Et... » Il marqua une pause, ses yeux évitant la lentille, fixant un point invisible. « Mais j'ai compris que ne pas voir quelqu'un comme un humain, c'est déjà une faute. » Il raconta l'arrêt d'André Dubois, non comme un rapport, mais comme une confession. « Je l'ai arrêté parce qu'il ne correspondait pas à ce que j'attendais. Sa voiture, son calme, son regard, tout ça me semblait déplacé. » Il prononça ce dernier mot avec une grimace, comme s'il le découvrait pour la première fois. « Je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé, mais je l'ai mis dans une situation où il devait prouver qu'il n'était pas coupable. Et ça, je ne me le pardonne pas. » Camille, derrière la caméra, ne bougea pas, mais ses doigts serrèrent le bord de la table. Julien continua, sa voix plus basse. « Je ne demande pas le pardon. Je veux juste que ceux qui porteront cet uniforme après moi comprennent. Sans empathie, la justice n'est qu'un mot vide. » Il se tut, ses épaules s'affaissant, comme si chaque mot avait emporté un peu de son poids.
La vidéo diffusée le lendemain ne fut pas un raz-de-marée médiatique, pas de titre sensationnel, pas de hashtag frénétique. Mais elle trouva son chemin, discrètement, dans les écoles de police, les amphithéâtres de droit, les salles de réunion communautaires. À Saint-Éloi, elle fut projetée lors d'une soirée organisée par la mairie, dans la salle communale décorée de guirlandes fanées. Les habitants, assis sur des chaises pliantes, regardaient en silence. Certains détournaient les yeux, gênés par la vulnérabilité de Julien. D'autres, comme Madame Lefebvre, hochaient la tête, un mouchoir pressé contre ses lèvres. À la fin, personne n'applaudit. Mais un homme, un retraité nommé Georges, se leva et dit, d'une voix tremblante, « Il a parlé, c'est un début. » Ces mots simples résonnèrent comme une absolution fragile, non pour Julien, mais pour une communauté qui cherchait à se réinventer. André Dubois, lui, continuait d'avancer dans l'ombre, refusant les projecteurs. Ce matin-là, il participa à une fête de quartier, organisée dans le parc municipal, où des tables couvertes de nappes à carreaux accueillaient des plats faits maison. Il arriva sans annonce, son chapeau de feutre incliné, une boîte en bois sous le bras, celle du coffre, gravée du nom Élise Dubois. Les enfants couraient autour des arbres, leur rire emplissant l'air, tandis que les adultes échangeaient à des regards, hésitant à l'approcher. André s'assit sur un banc, observant la scène avec un sourire discret. Une fillette, Clara, s'arrêta devant lui, tenant une assiette de tarte aux pommes. « Monsieur, vous voulez un morceau ?» demanda-t-elle, ses joues roses. André accepta, remerciant d'un hochement de tête. « C'est bon ?» insista-t-elle. Il rit doucement, un son rare, comme une cloche fêlée. « C'est parfait, mademoiselle. » Ce moment, capturé par un parent avec un téléphone, circula sur les réseaux sociaux. Pas de légende, pas de commentaires, juste l'image d'un homme âgé partageant une tarte avec une enfant. Pourtant, elle toucha des milliers de cœurs, comme si ce geste si simple portait en lui toute la dignité qu'André incarnait. Claire, présente à la fête, nota dans son carnet. Il n'a rien dit, mais tout le monde a entendu. Elle s'approcha de lui plus tard, son appareil photo rangé. « Monsieur Dubois, pourquoi venez-vous ici, après tout ce qui s'est passé ?» André posa la boîte sur ses genoux, ses doigts effleurant le bois. « Parce que la vie continue, mademoiselle, et parce que les gens ont besoin de voir que la justice n'est pas un combat, mais une présence. » Claire hocha la tête, comprenant que ces mots ne seraient jamais assez grands pour capturer ce qu'ils représentaient. À l'école où Élodie faisait son stage, une révolution silencieuse prenait forme. Étudiante en droit, elle avait convaincu la directrice, Madame Dubois, une coïncidence de nom qui amusait les élèves, de lancer une initiative, les questions non écrites. Chaque mois, les élèves pouvaient poser une question anonyme sur la justice, l'égalité ou la dignité, sans attendre de réponse immédiate. Le premier jour, une élève de 13 ans, Aïcha, écrivit sur un bout de papier. « Si quelqu'un fait quelque chose de légal, mais qui fait mal, est-ce qu'il a raison ?» La question, lue à voix haute par Élodie, fit taire la classe. Les élèves, d'habitude bruyants, restèrent immobiles, leurs crayons suspendus. Madame Dubois, assise au fond, essuya une larme discrète. Ce soir-là, elle envoya un courriel à tout le personnel. « Si nous enseignons comme hier, nous ne méritons pas d'être appelés éducateurs. » Le lendemain, Élodie organisa une discussion dans la cour. Les élèves, assis en cercle sur l'herbe, partagèrent leurs questions. Un garçon, Lucas, demanda « Pourquoi on arrête quelqu'un qui a l'air différent ?» Une autre, Inès, ajouta « Si je vois quelqu'un être maltraité et que je ne dis rien, est-ce que je suis coupable aussi ?» Élodie, émue par leur sincérité, sentit une chaleur dans sa poitrine. Elle pensa à Julien, à son frère qui luttait pour se retrouver. Elle pensa à André, à son silence qui parlait plus fort que n'importe quel discours. « Vous savez, dit-elle, sa voix tremblante, la justice, ce n'est pas seulement dans les livres. C'est dans la manière dont vous regardez les autres, dont vous prononcez leur nom. » Les élèves hochèrent la tête.
Et pour la première fois, Élodie sentit qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Julien, de son côté, avait été réaffecté aux archives du commissariat, loin des rues, loin des gyrophares. La pièce, sombre et encombrée de dossiers jaunis, était un exil silencieux. Il passait ses journées à trier des rapports, ses doigts tachés d'encre, son esprit ailleurs. Pierre, son ancien collègue, lui rendit visite un midi, une thermos de café à la main. « Tu tiens le coup » demanda-t-il, s'appuyant contre un classeur. Julien haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. « Je ne sais pas ce que je tiens, Pierre. » Pierre s'assit, son regard sérieux. « Tu as parlé, Julien, c'est plus que ce que beaucoup auraient fait. » Julien secoua la tête. « Parler, ce n'est pas réparer. » Pierre posa une main sur son épaule. « Peut-être pas, mais c'est commencer. » Ce soir-là, Julien rentra chez lui, trouvant Élodie dans la cuisine, un carnet ouvert devant elle. Elle leva les yeux, un sourire timide. « J'ai vu ta vidéo, » dit-elle. Julien s'assit, ses mains serrant une tasse vide. « Et… » Élodie referma son carnet, ses doigts tremblants. « Je suis fière de toi. Pas parce que tu as tout réglé, mais parce que tu as essayé. » Julien sentit une chaleur dans sa gorge, un mélange de soulagement et de douleur. « Je ne sais pas si je mérite ça, Élodie. » Elle posa une main sur la sienne. « Peut-être pas encore, mais tu peux. » À Saint-Éloi, les changements s'installaient, discrets mais profonds. Au commissariat, une nouvelle règle apparut. Avant de rédiger un rapport, chaque officier devait demander « Comment dois-je écrire votre nom correctement ?» Une question simple, mais qui obligeait à regarder l'autre, à reconnaître son identité. Au marché, les commerçants commencèrent à appeler leurs clients par leur prénom, même les nouveaux. À l'école, les enseignants affichaient les questions des élèves sur un tableau, non pour y répondre, mais pour les laisser vivre. Une fillette, Amélie, écrivit « Si je fais du mal sans le vouloir, est-ce que je dois m'excuser ?» La question, copiée par un parent, circula sur les réseaux, accompagnée d'un dessin d'un carnet et d'un crayon, les symboles d'André. Un jour, André marcha jusqu'à la bibliothèque, comme à son habitude. Mais cette fois, un groupe d'élèves l'attendait, guidé par Élodie. Il tenait des lettres, pliées avec soin, remplies de questions et de remerciements. « Monsieur Dubois, » dit Aïcha, la voix timide, « on a écrit pour vous, pas pour que vous répondiez, mais pour que vous sachiez. » André prit les lettres, ses yeux brillants d'une émotion rare. « Merci, » murmura-t-il, sa voix grave comme un chant ancien. Il rangea les lettres dans son carnet, un geste solennel, comme s'il archivait un trésor. Le soir, au café Le Vieux Chêne, une pancarte manuscrite apparut au-dessus du comptoir. « Nous ne servons pas par numéro de table. Nous servons en appelant votre nom correctement. » En dessous, un dessin d'un lys blanc. Personne ne demanda qui l'avait accroché, mais tous savaient. Marcel, le boulanger, offrit une baguette à Claire, un sourire complice. « Tu as réveillé le village, » dit-il. Claire rit, secouant la tête. « Pas moi, lui. » Elle pointa la pancarte, mais tous deux savaient qu'elle parlait d'André. Julien, regardant la vidéo de son interview pour la 100e fois, sentit quelque chose se dénouer en lui. Il prit un stylo, un vieux carnet, et écrivit « Je ne savais pas qui il était, mais maintenant, je veux savoir qui je peux devenir. » Il plia la page, la glissa dans sa poche, comme un vœu qu'il n'était pas encore prêt à dire à voix haute. Dehors, Saint-Éloi respirait différemment, ses rues portant les traces d'un changement invisible mais réel. Les cloches sonnèrent, et pour la première fois, Julien les entendit non comme un rappel du temps, mais comme une invitation à ne plus jamais détourner le regard. André Dubois, quant à lui, marcha le long d'un sentier bordé de chênes, son carnet sous le bras, son chapeau incliné contre le vent. Il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Il était simplement là, un homme dont le silence avait appris à un village à parler, à écouter, à se souvenir. Et dans ce silence, Saint-Éloi trouva enfin le courage de devenir ce qu'il avait toujours prétendu être. Un lieu où la justice et la confiance marchaient, sinon main dans la main, du moins côte à côte. L'histoire d'André Dubois et Julien Moreau à Saint-Éloi est un miroir qui nous confronte à nos préjugés et à nos silences.
La dignité d'André face à l'injustice et le cheminement de Julien m'ont inspiré indignation, admiration et espoir. Le silence d'André m'a marqué. Dans une société où l'on prône les discours, son calme est une force, un appel à écouter sa conscience. En France, où la parole est reine, cela m'apprend à écouter avant de juger, à voir l'humain derrière l'apparence. Combien de fois ai-je agi par réflexe, comme Julien, sans chercher à comprendre? Julien, lui, incarne notre faillibilité. Son erreur, fruit de biais inconscients, reflète une société où la différence suscite la méfiance. Sa confession, rare en France où l'honneur est sacré, montre qu'admettre ses fautes est courageux. Cela m'incite à interroger mes jugements, à voir au-delà des silhouettes dans la rue ou au travail. La communauté de Saint-Éloi, de Claire à Élodie, prouve que le changement est collectif. En France, où l'unité républicaine est célébrée, cela me rappelle que chaque geste compte. Une question, un nom bien prononcé, un silence brisé. Je m'engage à agir modestement, en soutenant une cause ou en défiant une injustice. Enfin, la dignité d'André, intacte face à l'humiliation, est un modèle. Garder la tête haute dans un monde de jugement est une résistance. Cela m'inspire à cultiver mon respect de soi et des autres, à offrir une écoute sincère, à rejeter les préjugés. Cette histoire montre que la justice naît d'un regard, d'un mot. Si elle vous touche, agissez. Cliquez sur j'aime, partagez avec vos proches pour inspirer le changement. Abonnez-vous pour d'autres récits porteurs de sens et commentez. Que vous apprend cette histoire? Ensemble, transformons les silences en dialogue. Merci, à bientôt.